Bienvenue à 24 heures chrono. Nous sommes à présent à Luanda, la capitale de l'Angola, pays d'Afrique australe. Luanda et sa province représentent 30% de la population nationale et comme toutes les grandes métropoles du tiers-monde, la ville est confrontée à d'énormes problèmes. Mais tous ceux qui ont y vécu disent que la baie de Luanda est plus belle que celle de Rio. Un petit détail qui a quand même son importance, Luanda est considérée comme la ville la plus chère du monde. Mes premiers invités sur ce plateau, Rina Sherman, qui est écrivain, cinéaste et anthropologue. Vous avez vécu en Angola, surtout dans le sud. Et puis Gérard Wolf, vice-président du comité Afrique-MEDEF international. Je commencerai par vous, Rina. Que diriez-vous de Luanda, quelqu'un qui compte y installer ? Pour moi, Luanda, c'est vraiment une ville de contraste. On a aujourd'hui une des villes les plus chères au monde. Donc, il faut croire qu'il y a beaucoup de moyens qui circulent dans cette ville. En même temps, je sais par des amis qui y sont installés ou qui y ont été installés un temps, c'est aussi une ville de très grand contraste car dans les faubourgs de cette ville, on trouve aussi la plus grande misère telle qu'on peut le connaître dans d'autres pays du monde. Donc, je pense que c'est ça, mais je pense que c'est aussi une ville qui est en train de devenir, ou qui l'est déjà, une sorte de plaque tournante, parce que qui dit moyen, dit aussi moyen pour les artistes et pour les gens qui produisent culturellement. Je sais, sur le plan musical, des soirées et tout ça, c'est pas ça qui manque à Luanda. On reviendra sur la partie culturelle. Gérard Wolf, sur le plan des affaires, comment définiriez-vous le climat, l'environnement des affaires en Angola ? Plutôt meilleur, nettement meilleur que ce qu'il a été, et en particulier nettement meilleur pour les entreprises françaises. Nous sommes dans une relation apaisée entre les gouvernements, dans une relation même très favorable, et les entreprises françaises, qui sont déjà nombreuses. Il y a à peu près une 70 entreprises. Mais la plus importante, c'est Total. La plus importante, c'est Total, historiquement, et du point de vue richesse créée, localement, c'est clair. Mais il y a déjà 70 entreprises installées, à peu près 25 000 emplois qui dépendent d'entreprises de partenariats franco-angolais. Donc, c'est quelque chose qui va plutôt bien. Le climat des affaires s'améliore nettement. Alors, je vous propose d'écouter l'ambassadeur de France en Angola, Gérard Moiret, sur les caractéristiques de la communauté française en Angola. Nos compatriotes, environ 2000 qui sont enregistrés, mais en fait il y en a beaucoup plus parce que beaucoup travaillent sur les plateformes pétrolières. Ils ne font que passer par l'aéroport, montent dans des hélicoptères, vont sur les plateformes, retournent prendre l'hélicoptère, retournent à l'aéroport et partent. Et donc je ne les cite pas statistiquement, mais ils sont très nombreux. Donc, sur ces 2000 Français, la plupart sont des travailleurs liés au pétrole, des professions techniques, des cadres. Et on peut dire que c'est le cœur de notre présence ici à Luanda. De même que le pétrole est très important en Angola, les Français sont surtout dans le secteur pétrolier. Nous avons un rôle très important, puisqu'on peut dire que les sociétés françaises extraient pratiquement 40% du pétrole de l'Angola. Voilà un premier aperçu très rapide de Luanda. J'espère que vous aurez l'occasion d'en découvrir d'autres facettes. Alors l'ambassadeur Jean-Claude Moiret parlait du pétrole, hein. Donc on y faisait allusion tantôt. Gérard Wolf, c'est Total, hein, principale société française qui a pignon sur rue en Angola, mais on parle de plus en plus de diversification. En quoi consiste-t-elle ? On parle de plus en plus de diversification, parce que comme dans tous les autres pays du monde, on voit très bien quelle est l'évolution du cours du baril, et donc on a intérêt, les pays qui sont producteurs ont intérêt, bien sûr, à diversifier leur économie. Diversifier son économie dans ce pays, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, premièrement, s'intéresser aux questions d'infrastructure. Deuxièmement, s'intéresser aux questions d'eau, d'énergie, tout ce qui est vital pour faire fonctionner une industrie, en dehors de celle du oil and gas, comme on dit. Nous avons passé un accord entre le patronat angolais et le patronat français, MEDEF International, que j'ai signé sur place en novembre dernier, pour s'intéresser à toutes ces pistes-là, avec l'expression d'une nouvelle classe moyenne. Vous disiez effectivement que c'est une terre de contraste. Il y a de plus en plus une classe moyenne qui veut des biens de consommation. Et donc sur tous ces secteurs-là, eau, énergie, infrastructure, santé, agroalimentaire, le potentiel est énorme dans ce pays-là. Nous sommes en train d'essayer d'aider le pays à se diversifier, en effet. Rina Sherman, la langue nationale, c'est le portugais, mais c'est une barrière pour les étrangers qui vivent dans ce pays ?
Je pense que de plus en plus, les gens parlent anglais aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'Angolais qui ont passé des années en exil. Du fait de la guerre, hein. Voilà, exactement. Et beaucoup d'entre eux à New York, aux États-Unis et dans des pays comme ça. Et donc, l'anglais, je pense, devient de plus en plus langue porteur. Il y a aussi des pays voisins comme la Namibie qui a opté pour la langue anglaise comme langue officielle. Et il y a beaucoup d'échanges entre ces deux langues. Alors, Gérard Wolf, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, au nord, il ne faut pas oublier qu'au nord, on a les Congos et que là, on parle français. Notamment avec le Cabinda. Absolument, notamment avec Cabinda. Et effectivement, dans le nord du pays, c'est-à-dire la province la plus au nord, et puis encore à Luanda, on trouve pas mal de gens, y compris dans la communauté d'affaires, qui parlent français. Je le dis parce que ça intéresse sûrement ceux qui nous regardent aujourd'hui. On y reviendra et je vous propose d'écouter justement Céline Vigneault du lycée français de Luanda. Bonjour Paris, ici Luanda, il est 18h45 et il fait nuit. La nuit ici tombe vers 18h30, il y a peu d'écart entre l'hiver et l'été. Et comme vous pouvez le voir, je suis en t-shirt parce qu'il fait très bon. Dans la journée, on est à 30-35, mais dans la soirée, la température baisse et on est aux alentours de 25 et c'est très agréable. Une réaction, Rina, à ce reportage? Ah, mais je connais bien ce fabuleux climat très clément le soir. Le climat tropical. Oui, où on met une petite chemise le soir, mais la journée où on est en manche courte ou à moins, c'est très agréable. On vit dehors, c'est une vie très naturelle, j'adore. Gérard Wolf, Luanda, comme toutes les métropoles du tiers-monde, je le précisais tout à l'heure, connaît de grosses difficultés. Oui. Alors, il y a un programme, Luanda 2030. En quoi consiste-t-il? Alors, c'est un programme qui est porté par l'agence d'investissement urbain qui s'appelle Urbinvest, dont le conseil d'administration est présidé par Isabel Dos Santos, bien connue dans le monde des affaires, dans le monde entier. C'est un programme qui consiste en 15 ans, d'ici 2030, en 4 phases distinctes, à transformer complètement Luanda, car effectivement, Luanda bénéficie à la fois d'endroits magnifiques comme la baie, et puis de ce qu'il faut bien appeler des favelas ou équivalents, qui sont d'ailleurs en pleine restructuration. Et donc, le programme consiste à faire une modification complète pour avoir un réel habitat avec des possibilités de mobilité accrue, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être la ville la plus chère du monde, ça peut se discuter parce que les indices sont difficiles, mais c'est sûrement l'une des villes où le trafic est le plus impossible. On ne peut pas circuler dans ce pays. Et le programme d'investissement, c'est ça, la mobilité, c'est aussi les questions d'eau. Il n'y a que 30% des gens de Luanda qui ont accès à l'eau potable. Et puis, c'est une question de restructuration urbaine globale. Alors, je vous propose d'écouter un invité qu'on a par Skype. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous diriez-vous aux personnes qui souhaitent aujourd'hui s'installer à Luanda? Comment les attirer dans ce grand pays? Oui, alors bon, moi je suis directeur de l'Alliance française de Luanda. Dans mon public est un public friand de langue française. Je suis peut-être pas le mieux placé pour vous dire qu'est-ce qu'il en est pour des compatriotes français qui souhaiteraient venir s'installer à Luanda. Mais ceci dit, bon, c'est un pays, on vient de le dire, qui est en pleine expansion. Luanda est une ville qui grandit, je dirais, à vue d'œil. Je suis là depuis 4 ans et en 4 ans, on a vu énormément de nouvelles constructions surgir au milieu des moussèques, des favelas, comme on disait. C'est un pays passionnant qui a beaucoup d'atouts et beaucoup d'intérêt, sans aucun doute, pour ceux qui veulent tenter leur chance à l'étranger. Alors, comme directeur de l'Alliance française, quel est le statut du français aujourd'hui en Angola?
Alors ça a été dit, une partie de l'Angola est en fait, je dirais presque francophone, parce qu'il y a Le y nord de compris à l'Angola. Luanda, voilà, y compris à Luanda, il y a effectivement une population importante qui a vécu au Congo, au voisin, qui a étudié, et on peut assez facilement parler français à Luanda, et bien évidemment encore plus dans le nord du pays. Ceci dit, et paradoxalement, c'est dans le sud de ce pays où l'enseignement de la langue française est le plus développé dans l'enseignement public angolais. Rina Sherman, qui est sur ce plateau, parlait également de la vie culturelle très riche à Luanda. Est-ce que vous confirmez? Alors, disons qu'en 4 ans, moi j'ai vu une évolution assez considérable des options de sortie culturelle, mais on ne peut pas oublier que dans cette grande capitale, bien, il n'y a pas, par exemple, de théâtre. La dernière salle de théâtre a fermé il y a quelques mois. Donc il y a des options de sortie, oui, bien sûr, mais sur le plan culturel, il est clair qu'il y a encore beaucoup à faire pour donner accès à la culture à beaucoup d'Angolais. Merci Alain Saragosse. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Alliance française de Luanda. Je propose une pause pour une page publicitaire. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. J'accueille à présent un nouvel invité, Daniel Riban, qui est le président de European Foundation for Angola, une fondation qui s'occupe du domaine dans le secteur médical, culturel, mais également éducation. Alors, en Angola, comment êtes-vous présent? Alors, je dois vous dire que cette association a été créée il y a 2 ans. Je l'ai fait dans mon cheminement angolais qui a commencé en 1996. Je suis banquier de profession et il m'a semblé qu'avec d'autres personnes, que nous pouvions mettre un peu notre expertise et notre connaissance du pays au service de certaines problématiques. Il est évident que l'Angola, de par son passé, que ce soit son passé colonial, que ce soit de par la guerre civile qui l'a frappé pendant 27 longues années, a des carences dans un certain nombre de domaines, notamment au niveau de l'éducation et de la formation, puisque les enfants n'ont pas pu aller à l'école, l'université fonctionnait très mal, donc il y a une sorte d'inadéquation entre les ressources professionnelles disponibles dans le pays et les véritables besoins d'une économie. Donc ça a été notre premier, cheval de bataille, c'est d'essayer d'intervenir à ce niveau. Et chemin faisant, nous avons constaté que d'autres problèmes existaient, notamment au niveau médical, et nous avons, comme j'ai pu vous le dire, nous avons lancé une campagne de lutte contre l'hydrocéphalie, donc ces enfants qu'on dit avec des grosses têtes, et dont malheureusement une partie des enfants souffrent encore en Angola. Mais c'est quand même un paradoxe de voir un pays aussi riche que l'Angola, un pays pétrolier qui est un des plus importants du continent, après le Nigeria et le Congo, je crois, d'avoir encore ces problèmes de malnutrition. Et je pense que la perspective historique
explique un grand nombre de choses. Il ne faut jamais oublier que l'Angola sort de la guerre civile en 2002. Ouais. Son pays est détruit. 1975-2002. Ouais. 2002. C'est une guerre qui a ravagé le pays, une guerre destructrice. Il faut savoir qu'en 2002, 70% de l'infrastructure médicale a été détruite. Donc il faut reconstruire. En 12 ans, je pense que l'État angolais, le gouvernement angolais a réalisé un travail très important en privilégiant, mais c'est un peu normal, je veux dire, les travaux d'infrastructure, parce que ce pays, il faut le relier, il faut avoir les voies de communication. Mais il est vrai que l'aspect social, l'aspect éducation doivent maintenant devenir des priorités pour ce pays. Rina Sherman, une très longue guerre, hein, mais est-ce qu'elle a tout détruit au niveau de la culture angolaise? Non. Hélas, non. Et j'ai eu l'occasion en 2003, c'est-à-dire juste à l'issue de cette guerre, de passer 2 fois 3 mois dans le sud-ouest angolais, au sud de la ville de Namibe, c'est-à-dire près de Viré, où j'ai vécu avec des peuples de langue dite de langue Oterero, des Ovakuvale, Ovaimba, Ovakaroka, Ovagambwe. J'ai également pu visiter et filmer des sites d'art rupestre dites de Chitundu Ulu. Un site qui devrait être reconnu par l'UNESCO d'ailleurs. Qui devrait être reconnu par l'UNESCO. Le dossier est en cours et ce qui est un très bel site. Il y a également à Namibe l'art des stèles funèbres, l'art Mbali, dit Mbali, qui est très important, qui reste et qui est documenté aujourd'hui. Donc tout n'a pas été détruit, mais pendant ces années de guerre, ces cultures n'ont pas pu se développer en cours normal non plus. Ça, il faut aussi le comprendre. Je propose de regarder ce reportage de la directrice du lycée français de Luanda. En ce qui concerne l'ambiance générale à Luanda, c'est une ambiance très urbaine. Luanda est une ville chaotique, en plein boom économique et donc avec des constructions absolument partout. C'est une ville quand même poussiéreuse. Il faut aimer cette ambiance, cette atmosphère très chaotique, mais qui est également très riche puisqu'il y a une vie culturelle relativement riche par rapport à d'autres villes africaines. Il y a également de très bons restaurants, des bars très agréables. Donc il est possible d'avoir une vie nocturne très agréable à Luanda. Et l'ambiance est donc vraiment une ambiance de grande ville. On se croirait parfois plutôt en Asie ou au Brésil plutôt qu'en Afrique. Alain Saragosse, est-ce que vous partagez l'avis d'Alice Tiger? Alors écoutez, je connais trop bien le Brésil pour m'aventurer à le comparer avec l'Angola. Ceci dit, effectivement, Luanda est une ville... alors je ne sais pas si vous m'entendez, parce que visiblement il y a un problème de connexion. Je vous entends. Voilà. Très bien. Oui, donc c'est une ville qui bouge beaucoup, c'est vrai. Il y a de plus en plus je le disais tout à l'heure, d'options de sorties, beaucoup de musique. Les Angolais adorent la musique, adorent la danse. Donc de ce côté-là, il y a beaucoup de possibilités. Et oui, je confirme. Je pense que c'est un mouvement qui s'accentue. Et ça fait plaisir. Pour revenir sur ce que disait l'intervenante concernant la culture, il y a une vraie volonté, je pense, en Angola, de faire revivre ou de maintenir des traditions culturelles, et cela est sensible, et cela est tant mieux. Et on sait aussi également que le cinéma angolais connaît actuellement son heure de gloire. Le cinéma angolais, alors oui, alors il y a quelques acteurs angolais qui ont joué dans des films reconnus. Il y a des séries télévisées. L'heure de gloire, c'est peut-être. Il y a surtout de grands réalisateurs. De grands réalisateurs. Je pensais notamment à Zézé Gamboa ou bien à Paulas Pasqua. Oui, alors ce sont effectivement, c'est une génération de cinéastes, mais
de l'aveu même du directeur de l'Institut angolais du cinéma. Il y a là aussi beaucoup à faire, et pour revenir aussi à ce que disait l'intervenant, c'est un pays qui a beaucoup besoin de cadres, de techniciens, et le cinéma, il en faut beaucoup de gens formés, et c'est aussi un défi, hein. Mais je crois que je pense que dans les prochaines années, l'Angola va surprendre, certainement. Merci Alain Saragosse. Rina Sherman, vous partagez cette analyse d'Alain Saragosse? Oui, je pense qu'il y a... Le dynamisme de la culture, mais également ce manque de formation qu'il y a. Oui, certainement. Je me rappelle, j'ai eu l'occasion de faire un film sur Rui Duarte de Carvalho, un grand poète angolais, aussi un ethnologue qui a travaillé sur les Ovako Valley dans le sud. Et lui, je me rappelle déjà à l'époque, il venait en France et il faisait des formations et il le disait déjà à l'époque. Donc ça, certainement, oui, qui a un grand besoin de structuration. Daniel Ribon, maintenant je parle aux banquiers. La place de la Belgique en Angola, quelle est-elle? Elle n'est malheureusement plus ce qu'elle était précédemment, pour différentes raisons, qui tiennent aussi, à l'évolution du capitalisme belge, qui est devenu surtout un capitalisme international. Donc nous sommes nettement moins présents que de par le passé. Nous sommes toujours actifs dans un certain nombre de secteurs, comme par exemple le dragage. C'est une société belge qui a fait le dragage de la baie de Luanda. Il faut aussi rappeler que la Belgique était très active dans le passé de par sa proximité avec le Congo, qui était une colonie. La RDC. La RDC. Donc, par exemple, dans les années 30, un Belge qui souhaitait aller dans le Katanga congolais, il passait par Lobito, puisque c'est de là que partait le train vers le Katanga. Alors, petite remarque pour mes amis français, c'est vrai que Total a fêté en grande pompe le 60e anniversaire de sa présence en Angola. Il s'attribue quand même les mérites d'une des sociétés qu'il a rachetées en 2000, c'est-à-dire Petrofina, qui est une société belge, qui a été la première société à obtenir une concession d'exploitation, c'était onshore, pas offshore. La première raffinerie de pétrole construite en Angola a été construite par les Belges en 1957. Et c'est encore la seule qui fonctionne en Angola, puisque celle qu'on nous promet à Lobito n'est pas encore active. Alors je vous propose de retrouver Céline Vigneault du lycée français de Luanda, qui nous parlera du coût de la vie et surtout de la tendance immobilière aujourd'hui dans ce pays. Nous habitons à Luanda, en plein centre-ville, dans un appartement, dans une tour qui fait 13 étages. Il faut savoir que les loyers sont exorbitants ici à Luanda. Nous habitons un logement de 3 chambres, à peu près 100 mètres carrés, avec un loyer de 12 000 $ par mois. Alors, ce loyer comprend bien sûr la location de l'appartement non meublé, mais aussi les services, à savoir un groupe électrogène et une réserve d'eau. On entend derrière moi d'ailleurs le groupe électrogène qui fonctionne actuellement parce qu'il y a régulièrement ici à Luanda des coupures d'électricité et des coupures d'eau. C'est confirmé, Luanda est une des villes les plus chères au monde. Un loyer à 12 000 € quand même, ce n'est pas courant. Oui. En fait, pour les expatriés, c'est excessivement cher et je pense que c'est peut-être un petit peu en train de changer maintenant, mais il y a quelques années encore, ils vivaient dans des enclaves où vraiment tout leur était apporté. Tout est importé, la moindre petite chose que nous, on considère comme faisant partie de notre vie quotidienne à Paris ou dans d'autres villes en Europe. Il faut se rappeler que c'est importé, il faut le transporter, il faut le mettre à disposition sur place. Donc, ce qui contribue certainement à ce coût exorbitant. Je vais vous reprendre Alain Saragosse pour parler un peu de cette inflation à Luanda.
Alors, c'est la ville la plus chère du monde pour les expatriés. Enfin, je crois qu'il faut être clair là-dessus. De la même façon que, bon, effectivement, les loyers, pour nous, je dirais, sont exorbitants, tout simplement. Mais bon, il faut faire le distinguo. Hein, voilà. Un Angolais va pouvoir vivre à Luanda. Évidemment, il ne va pas acheter forcément la mousse au chocolat de telle marque. Mais voilà, il faut faire quand même la différence entre le coût de la vie, y compris des logements, lorsqu'on est Angolais et lorsqu'on est expatrié. Merci. Daniel Riban, oui, vous avez peut-être un avis là-dessus, puisque vous êtes souvent en Angola. J'abonde dans le sens de M. Saragosse. On parle ici de le coût de la vie pour les expatriés. Il est vrai que en 2002, à la fin de la guerre civile, l'Angola, pays pétrolier, a commencé à attirer beaucoup d'expats, surtout dans le domaine pétrolier, etc. Et ils ont été confrontés, en l'absence, au manque de logements répondant à des critères occidentaux. Et à ce moment-là, vous avez des Angolais qui ont décidé de quitter leur maison, de louer leur maison pour que les expatriés puissent y habiter et surtout payer des loyers très chers. Donc, ils ont contribué, l'expatrié a contribué d'une certaine façon à l'augmentation du coût de la vie. Ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, comme le disait très bien Rina, l'Angola, qui était un producteur agricole, moi, dans mon enfance, je me rappelais que l'Angola, c'était associé au café. C'est associé à toute une série de récoltes. Tout cela a disparu avec la fin de la colonie, avec la guerre civile, et une économie d'importation s'est développée, qui coûte extrêmement cher au pays. Et là aussi, les autorités souhaitent remédier par différents incitants économiques, par également l'augmentation des droits de douane, afin d'essayer de faire naître une industrie, une économie nationale qui va produire les produits nécessaires pour le marché local. Ce n'est pas facile, parce que, comme un intervenant a pu le mentionner aussi, le coût de production en Angola est excessivement cher, en raison, par exemple, du manque d'énergie électrique. La moindre industrie a besoin d'avoir son groupe électrogène, ça coûte extrêmement cher. Alors, vous donnez, et j'en terminerai, un seul exemple au niveau de la production des œufs, qui est quand même un produit, je veux dire, basique. Un œuf importé de Namibie est moins cher qu'un œuf produit en Angola. À Luanda. Rina Sherman, je m'adresse à l'anthropologue. Du fait de la crise en Europe, on voit de plus en plus de Portugais revenir, s'installer en Angola et y chercher du travail. Oui, j'ai vu ça. C'est surprenant. Oui, j'ai assisté à ça. C'était très surprenant. Ils reprenaient des lodges, ils reprenaient leur terrain. C'était des familles entières qui revenaient car ils disaient leurs enfants, même très bien éduqués, des avocats ou des gens des grandes professions, n'arrivaient pas normalement à se constituer une situation au Portugal. Mais en Angola, actuellement, il y a beaucoup d'opportunités car il faut vraiment se rappeler qu'il y avait la guerre de l'indépendance et aussi quand les Sud-Africains et quand les Portugais sont partis, c'était un peu une politique de terre brûlée. Je veux dire, il y avait beaucoup de choses qui ont été détruites et le pays était vraiment laissé à plat. Et je pense qu'on ne reconstruit pas un tel pays qui est tellement vaste. Aussi comme ça, facilement. Mais oui, c'est des années. Il faut du temps et des générations. Daniel Riban, votre fondation travaille dans le secteur de l'éducation. À Luanda, cette ville compte 12 universités, c'est quand même énorme, mais sont-elles des universités de qualité ? Écoutez, ça dépend un peu des matières qui sont enseignées. Je veux dire, il y a des domaines où manifestement il y a des carences. Il y a des carences parce que pas encore trouvé les professeurs adaptés, je veux dire, à l'enseignement. C'est un long processus qui nécessite certainement, disons, la collaboration, la coopération internationale. Et c'est, disons, dans ce domaine que nous agissons également, en essayant de créer des liens entre certaines facultés, notamment au niveau médical en Angola, et des facultés universitaires en Belgique,
pour pouvoir accueillir des jeunes diplômés, des jeunes médecins, pour qu'ils puissent être confrontés, je veux dire, aux nouvelles techniques, que ce soit d'enseignement ou que ce soit de pratique au niveau européen. Je propose de marquer une pause pour une page publicitaire. Alain Saragosse, je reviens vers vous. Vous voulez réagir à propos de l'éducation? Oui, pour abonder dans le sens de l'intervenant, bien évidemment, parce que je crois que c'est un des grands défis de l'Angola. Le système universitaire, on le comprend, après plus de 30 ans de guerre civile, a été quand même rudement mis à l'épreuve. Il y a des manques d'enseignants qualifiés dans de nombreuses filières, aussi bien en sciences humaines qu'en sciences ou que en technologie, en technique. Et sans aucun doute, c'est, je pense, la priorité pour que l'Angola puisse exploiter, comme on l'a dit, toutes les capacités et toutes les opportunités que ce pays offre. Merci Alain Saragosse. Je retrouve avec plaisir Gérard Wolf. Alors on va reparler d'économie, parce que la France est très présente, on l'a dit tout à l'heure, grâce à Total, mais elle n'est plus seule. Parce qu'il y a le Brésil, mais il y a également Cuba, il y a les Belges, Daniel Briand le rappelait tout à l'heure. Alors comment se positionne-t-elle face à ses concurrents? Je pense que la France a des atouts. Alors c'est en général ce qu'on dit en disant bon, la France a des atouts. Mais compte tenu de ce qu'on vient de dire sur la question de la formation, je reprends ce que disait Daniel Briand à l'instant, nous avons l'habitude, les sociétés françaises, de former des cadres, en partie à l'étranger, et puis de les faire revenir sur place. C'est ce qu'a fait Total, d'ailleurs. Il y a des expatriés, l'ambassadeur le disait tout à l'heure, mais il y a aussi des managers locaux. Et je pense que dans les différents secteurs de diversification dont nous avons parlé au début de cette émission, nos entreprises sont prêtes à établir des partenariats de long terme. C'est le sens de l'accord qu'on a signé avec le patronat angolais. Lequel partenariat de long terme comporte nécessairement un volet de formation, parce que sinon on s'en sortira pas. Il n'est pas question pour nous de faire comme les Chinois, d'expatrier des milliers et des milliers de gens sur chaque projet. Nous expatrions quelques personnes, et je pense que ça fait partie des avantages de la France. L'autre élément qui est assez important pour la France, c'est évidemment sa grande compétence sur un certain nombre de secteurs clés. Je pense encore une fois à l'énergie. Là aussi, il y a des groupes français et belges qui sont connus mondialement. Je pense au secteur des routes, je pense au secteur de tout ce qui tourne autour de la ville, le traitement des déchets, le traitement de l'eau, Suez, Veolia, etc., de Grémont qui est présent. Nous avons d'excellentes entreprises. Ce n'est pas propre à l'Angola, mais ce qu'on remarque, c'est que la famille Dos Santos est très présente dans le milieu des affaires. C'est un handicap ou un avantage pour les entreprises? Écoutez, on peut... C'est l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Moi, je pense que les businessmen... qu'est-ce que c'est un businessman partout dans le monde quand il va dans un pays émergent? Son sujet, c'est évidemment de profiter de la croissance de ces pays. Son principal concern, son principal risque, c'est justement
d'arriver à encadrer son risque. Dans ce pays-là, nous avons effectivement une prédominance de la famille du président, mais ça n'est pas non plus une mainmise. Il y a un vrai patronat, il y a de vraies relations avec beaucoup d'industriels. Je pense que c'est un avantage dans la mesure où les choses sont tout à fait claires. Nous avons rencontré par exemple le responsable du fonds de souverain, qui est un fonds doté de 5 milliards, qui va intervenir prioritairement sur les infrastructures, qui est en effet présidé par le fils du président Dos Santos. Mais une fois qu'on connaît les codes du pays, si on s'installe dans un partenariat de long terme avec des entrepreneurs locaux, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Alors, je vous propose d'écouter Tiffaine Hazen sur les conditions d'installation en Angola. Les ressortissants français qui désirent se rendre en Angola doivent solliciter un visa, quel que soit le motif de leur séjour. Le visa de travail, d'une durée généralement d'1 an, renouvelable, est un visa multiple entrée qui permet de travailler dès l'arrivée en Angola. Il faudra prévoir le dépôt préalable d'une demande d'autorisation auprès du ministère. Les sociétés pétrolières dépendent du ministère du pétrole, tandis que les autres compagnies privées dépendent du ministère des Relations extérieures. Tous les documents devront être rédigés en portugais ou accompagnés d'une traduction assermentée en portugais. Daniel Riban, une réaction ? Écoutez, je visite l'Angola depuis 20 ans, donc je peux témoigner que le système s'est quand même nettement amélioré. Les facilités sont données, comme le disait M. Wolf, notamment pour les hommes d'affaires. Donc, ça facilite les choses, mais naturellement, il y a encore du travail. Je me rappelle, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je participais à une signature de documents entre le ministre de l'Afrique de Sa Majesté la Reine d'Angleterre et le président de la NIP. Et après les poignées de main, le ministre, avec un humour typiquement anglais, a dit à son homologue « J'espère que la prochaine fois, j'aurai mon visa avant de monter dans l'avion. » Tout ça pour vous dire qu'il reste, disons, il y a encore du quelques travail. barrières. Maintenant, la question des visas ordinaires, les visas des affaires, c'est une chose. Il y a une problématique peut-être plus importante, ce sont les visas de travail. Je connais personnellement de gros investisseurs en Angola, que ce soit dans le cadre ANIP ou autre, qui doivent recruter de la main-d'œuvre à l'extérieur et pas des cadres hyper diplômés. Et ça peut prendre beaucoup de temps, alors que ce sont des projets qui ont été acceptés au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau gouvernemental. Et naturellement, ça peut peser sur un plan de rentabilité d'une société ou un plan de démarrage. Gérard Volk, que peut-on dire sur le droit du travail en Angola ? Le droit du travail, il a le mérite d'être clair, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qui sont parfaitement transparentes, qui sont même éditées dans un document qui s'appelle Invest in Angola, en anglais dans le texte, édité par le gouvernement. Il faut par exemple que 70% de votre main-d'œuvre soit d'origine angolaise. Il faut un certain nombre de règles de ce type-là. Mais après, il y a une bureaucratie lourde. On va pas jouer à l'angélisme, bien sûr. Mais il y a une volonté des 2 pays. En effet, le ministre Chicotti et son homologue français, M. Fabius, ont signé un accord sur la simplification des visas d'affaires, comme on l'a dit. Il y a une vraie volonté d'aller dans le bon sens. Et je crois que l'ambassade ici à Paris, l'ambassadeur d'Acosta, les services consulaires sont conscients du fait qu'il faut alléger le système et aller vers un droit du travail qui soit plus souple si on veut effectivement associer des sociétés étrangères, notamment françaises, dans le partenariat sur le plan de diversification. Daniel Riban, au niveau d'une association humanitaire comme la vôtre, est-il facile de nouer des partenariats avec des associations locales ? Je répondrai de façon un peu normande, oui et non. Dans la mesure où, d'une part, encore une fois, de par son passé, vous constatez que je reviens souvent à ces aspects historiques qui ont marqué fondamentalement les Angolais. Il y a une certaine méfiance par rapport aux ONG qui, en Angola comme dans d'autres pays, ont pu avoir à certains moments une influence politique
qui n'est pas très prisé, je veux dire, par les autorités du pays. Donc c'est un frein, je veux dire, au développement d'une ONG. Mais je ne me considère pas, nous ne nous considérons pas comme une ONG, nous considérons comme une association sans but lucratif au service des Angolais. Et je pense qu'à partir du moment où vous respectez certaines règles, c'est-à-dire vous n'arrivez pas en donneur de leçons, vous leur proposez un certain nombre de solutions en disant on pourrait faire ceci, et si vous le décidez, nous pouvons vous aider. Vous laissez la décision aux partenaires angolais, quels qu'ils soient. Je pense que c'est quelque chose qui peut, je veux dire, faciliter les choses. Et nous avons en Angola signé un Memorandum of Understanding avec une fondation locale qui nous permet, je veux dire, d'avoir accès à un certain nombre d'investisseurs locaux, notamment dans la construction de centres médicaux. Gérard Wolf, le mot de la fin sera pour vous. Comment faut-il vendre l'Angola à quelqu'un qui souhaite y investir? En lui disant 3 choses. Premièrement, c'est un pays qui est à forte croissance. Le PIB moyen des 10 dernières années, c'est entre 8 et 10%. Même si aujourd'hui le oil and gas est dans les conditions qu'on sait en diminution d'intérêt, si je puis dire, du point de vue création de valeur, il y a une réelle nécessité de se développer, et c'est un pays qui se développera. Deuxièmement, puisqu'il se développera, autant le faire avec des partenaires de qualité. Les entreprises françaises, les citoyens français ont l'habitude de traiter d'égal à égal avec tous les peuples d'Afrique, et notamment avec les Angolais. Le portugais n'est pas une barrière. Donc, allons-y, soyons actifs, on ne demande que ça. Et franchement, les Angolais, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a beaucoup de Portugais qui reviennent, plutôt qui viennent ou qui reviennent, car souvent c'était des générations qui étaient là avant. Mais les Français sont les bienvenus aussi. Et puis, troisième et dernière chose, c'est un pays, on l'a dit à propos du climat, on l'a dit à propos de la superficie, on l'a dit à propos de l'ensemble des secteurs. Il y a des mines, il y a du cuivre, il y a du... etc. Je ne vais pas faire le détail. Il y a énormément de secteurs dans lesquels nous sommes compétents en France. Eh bien, allons-y. Et attendu. Donc, allons-y. Je crois que nous, MEDEF International, on fera tout pour l'aider. Sur place, l'ambassade, l'ambassadeur, l'ambassade UB France, qui est maintenant Business France, et l'ensemble des conseillers du commerce extérieur, disons l'ensemble du tissu existant est là pour qu'on devienne un acteur majeur dans ce pays, ce sera la fin, qui est, je le rappelle, la deuxième économie de l'Afrique australe, derrière l'Afrique du Sud. Et c'est un pays qui va progresser. Donc, autant qu'on y soit, nous. Merci. Je rappelle, Gérard Wolf, que vous êtes le vice-président du comité Afrique MEDEF International. Daniel Ribon, vous êtes le président européen de l'association européenne Foundation for Angola. Merci. Merci à vous. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com.